abeilles et fleurs, un amour en péril. Du sexe et du danger. Ça promet, hein. Alors mon histoire, enfin plutôt leur histoire à elles, commence il y a environ 150 à 200 millions d'années. Il y a très longtemps. À une période qu'on appelle le Jurassique. À cette époque, et pour les fans de Jurassic Park parmi nous, se trouvaient alors sur notre belle planète des dinosaures. Et oui, l'aspect était alors bien différent. La place des continents, des océans était tout autre. Et oui, parce que les continents bougent, c'est un fait. Très lentement, certes, mais ils bougent. Les océans s'ouvrent, puis se ferment, les montagnes se forment, puis s'érodent, et tout ça est animé par un mouvement extrêmement lent, animé par des roches en fusion à l'intérieur de la Terre qui se réchauffent et qui remontent à la surface dans un grand mouvement de convection, un peu comme les roues d'un vélo qui tourne. Et alors, sur cette planète de l'époque se trouvaient donc nos fameux dinosaures, et aussi des grands insectes, comme des mille pattes d'1,50 m de long, et bien cachés, à l'abri du danger, un tout petit rongeur, le Brasilodon quadrangularis, qui est notre ancêtre à nous, les humains, et aussi, bien caché à l'ombre d'un arbre, un tout petit insecte qui ressemble à un papillon. C'est le fier représentant des Calligrammatidés. Et alors, ce fier et bel insecte, son péché mignon à lui, ce serait le nectar, qui est un liquide blanc, plutôt transparent même, et sucré, et aussi, pourquoi pas, des petits grains très nutritifs, un peu comme les protéines balls, vous savez qu'on prend un peu avant d'aller à la salle pour soulever de la fonte, les grains de pollen. Et alors, on se demande bien où est-ce qu'il va chercher son nectar, notre petit papillon, parce que dans ces grandes forêts préhistoriques, on va retrouver des grandes fougères, des pins, des cycas, enfin tout plein de choses qui ne produisent absolument pas de nectar. Et alors, dans ces forêts, j'ai trouvé la perle rare. Vous voyez plutôt. Waouh! Waouh. Pas mal, hein? C'est la belle Nangiganthus dendrostyla. Et alors, Calligramma trouva la belle Nangiganthus bien à son goût, et de vous à moi, qui aurait pu ne pas succomber à ce charme absolument magnifique de cette première fleur de Ève, première femme dans son plus simple appareil. Regardez-moi ces formes délicates et sensuelles. Regardez-moi cette grâce qui est tout à fait magnifique. Il n'y a rien de superflu, rien de tape à l'œil, voyez-vous, tout est concentré sur la fonction, ça n'a rien à voir avec les orchidées affriolantes ou les pivoines pulpeuses et prétentieuses, non. Ici, on a la beauté simple, l'incandescence. Et alors, Calligramma s'enticha de la belle Nangiganthus. Il va chercher du nectar tout au fond d'une première fleur, se trouve poudré de pollen, va jusqu'à une autre fleur pour chercher encore du nectar. Et vous voyez, mesdames et messieurs, la première démonstration de la pollinisation croisée grâce à un médiateur qui est un insecte. Du pollen d'une fleur qui va à une seconde fleur, l'amour. Et oui, mesdames et messieurs, l'amour. Depuis cette époque-là et jusqu'à maintenant, c'est une histoire d'amour qui dure. Comme dans les contes de fées, vous savez, où le quotidien n'enraye pas l'idylle entre le prince charmant et la princesse. Vous savez, l'amour, Pierre et Marie Curie, Marianne et Paul de Lavoisier, Antoine de Lavoisier ou encore Ken et Barbie. Alors, cette histoire d'amour qui dure, mesdames et messieurs, n'en déplaise aux grands romantiques qui ont déjà pris un bouquet de fleurs dans leurs bras, dans leurs mains même, c'est une histoire un peu moins conventionnelle que celle qu'on connaît actuellement. En effet, j'imagine que vous avez déjà toutes et tous pris un bouquet de fleurs dans les mains. Acheter des roses, par exemple, pour la Saint-Valentin, ou alors pour vous faire pardonner, d'être parti un petit peu en colère le matin jusqu'au travail, et puis d'avoir, entre deux réunions de boulot, envoyé un petit message passif-agressif avec la personne avec qui vous partagez votre quotidien, d'avoir attendu la réponse à ce premier petit message passif-agressif, vous rendre compte que ça moulinait de l'autre côté, et puis à la fin de la journée de devoir vous excuser. Alors, en rentrant du boulot, en passant au supermarché, d'avoir pris juste avant la caisse un bouquet de roses rouges, 5 roses pour la modique somme de 6,95 €, origine Kenya dans son sachet plastique, et du Danao, un pack de 6 briques de lait avec la photo d'un jeune et pimpant agriculteur qui pourtant, on sait bien, est à 2 doigts de se suicider, tellement il est endetté et sans avenir, pris dans un système industrialo-capitaliste hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale et du plan Marshall qui a vu l'avènement de l'agriculture de masse, du remembrement et donc de la disparition des haies qui étaient pourtant un havre de paix pour les abeilles et les fleurs depuis le Moyen-Âge. Oui, je pense que vous avez toutes et tous déjà pris en main un bouquet de fleurs. Et alors,
je vous dirais bien qu'à ce moment-là, vous teniez dans vos mains tremblantes d'amoureux ou d'amoureuses un bouquet avec des tiges sur lesquelles pendaient en taille, forme et odeur variable une quantité impressionnante de pénis et de vulves. Alors, voyons plutôt à quoi ressemble une fleur actuelle. Vous reconnaissez ici, évidemment, le lys. Bravo! Bravo! Le lys blanc. Le lys blanc, on va voir qu'il y a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6 beaux tépales blancs. Alors je dis tépales avec un T de tata et non pas le pétale de papa, parce que ces tépales sont un mélange de sépales avec un S et de tépales de pétasse à pétale le blanc. Et je dis le mot bien blanc parce que le mot pétasse est masculin. Ok ? Alors, le pétale sépale, c'est un mélange de tépales et pétales parce que les pétales sont là pour dire « Regardez-moi, je suis une fleur », c'est de la communication. Les sépales, tant qu'à elles, sont, vous savez, les petites pétales verts qui sont à la base des boutons, qui renferment le bouton à la base. Et au milieu de cette fleur, nous avons tous les organes sexuels, avec ici le pistil qui remonte jusqu'ici, jusqu'au stigmate tout en haut. Et ensuite, on a 6 étamines, mesdames, messieurs, sur lesquelles se trouvent les filets avec les anthères, dans lesquels on va avoir les grains de pollen qui sont enchâssés ici. Dans les grains de pollen, on a effectivement les spermatozoïdes. Et oui, madame. Et donc, un spermatozoïde va arriver jusqu'au stigmatique. Ça va? Pas trop perdu? On va y aller peut-être un peu plus doucement, tous ensemble. Et je vais demander à 4 personnes de venir évidemment sur scène avec moi, sinon ce serait pas drôle. Et je vois que vous bougez, monsieur, évidemment. C'est à vous de venir, il attend, on l'applaudit. Une personne de sexe sportif. Bravo. Vous venez ou pas? Allez, allez. Ok, ça marche. Une deuxième personne, désolé. Je suis bien avec toi, mais ça n'a pas marché. Merci, bravo. Et ensuite, alors, voilà, nous sommes de l'humaine, il y a une charte sur l'intergénérationnel et la question de genre, donc je vais devoir vous faire venir toutes les deux ici pour que nous soyons à un équilibre parfait au niveau de l'âge et du genre, et on applaudit bien fort cette fine équipe, bravo! On n'a pas entendu d'applaudissements. Voilà, super. Alors, on va commencer tout ici, là, ici. Est-ce que vous aimez la communication? Oui, bah parfait. Alors, je reviens tout à fait ici avec cette magnifique sculpture que vous allez pouvoir prendre entre vos délicates mains. Et ici, votre tête délicate va venir se poser ici. Et vous allez représenter, évidemment, ces fameux pétasses blancs d'Ulysse. Mais non pas d'Ulysse. Ulysse, mais du lys. À nous. Est-ce que vous aimez le sexe? Est-ce que vous aimez la reproduction sexuelle? Alors, dans ce cas-là, on va s'asseoir déjà. Quand on aime la reproduction, on va s'asseoir, voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir tenir ici, dans vos bras. Alors, voici. Je peux bouger les cheveux. Ah oui, c'est naturel. Ok, donc vous aimez la reproduction, vous avez ici, vous reconnaissez évidemment le pistil avec le stigmate qui est ici, et nous avons ici 2 étamines. Alors évidemment, le lys a 6 étamines, mais nous sommes à Saclay, non pas à Tchernobyl, donc il n'a que 2 bras, mesdames et messieurs, c'est pour ça que nous n'avons que 2 étamines, mais faites comme s'il en avait 6. Vous aimez tout ce qui est parfum? Parfum. Ouais, super. Voilà, alors vous avez une lourde tâche. Voilà, alors pour des raisons évidentes de budget, hein, merci au Lumen, on n'a pas pu avoir Chanel numéro 5, mais par contre vous avez une lourde tâche à représenter en fait quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on sent qui est très important chez les fleurs, c'est la partie olfactive. Donc monsieur, vous êtes finalement la glande olfactive, vous allez vous cacher, vous pouvez vous cacher, plutôt au niveau de la base de la fleur, voilà. Et à mon top, un moment quand je parlerai, voilà, dans le texte, il va y avoir une brise de février, il va falloir n'appuyer qu'une seule fois. Oui. Mais où ça? Sur le bouton. Juste comme ça? Oui, mais ne le faites pas maintenant. Une seule fois, très court. Il y a des risques de... Explosion. Ouais, voilà. D'évacuation de tout le plateau de Saclay. Donc juste un petit pchit de fébraise, comme je dirais. Est-ce qu'on aime? Oui. Vous êtes prêts?
Et je sais que vous adorez les sodas. Oui, les coca. Et là. Alors, vous savez évidemment... Oui, je vous le donne. C'est tellement... Vous l'ouvrez ou pas? Pas tout de suite. Très bien, très bonne réponse. Alors, les fleurs, en fait, à la base, ont ce liquide transparent et sucré que Calligrama adore. Et nous, les humains, on adore un autre liquide sucré un peu moins transparent. Voilà, donc vous êtes une glande nectarifère. Voilà, bravo. Très beau geste. Et donc, Madame Blanc 2, vous allez pouvoir aussi vous cacher à la base de la fleur. Et c'est là où on va retrouver, finalement, le nectar. Joli. On peut applaudir? Merci. Alors, il arrive très rarement, je vous rassure, qu'il n'y ait une seule fleur de la même forme, des mêmes couleurs, dans un carré de verdure. Et il se trouve que je l'ai vu depuis tout à l'heure, et elle est arrivée comme ça à un moment donné, mais au fond de vous, monsieur, je sais que vous êtes également une fleur de lys. Alors, encore une fois, pour des raisons de budget évidentes, oui, vous restez ici parce que vous êtes éloignés l'une de l'autre. Vous avez aussi cet accessoire, même consigne que pour le jeune homme, un seul chip à mon top départ, sinon on meurt tous. Voilà. C'est beau, non? T'as l'air confortable. Alors, on a deux fleurs qui se font face. Deux fleurs qui aimeraient se rencontrer finalement pour partager quelque chose. Ce sont les grains de pollen dans lesquels on a les spermatozoïdes. Ils aimeraient faire de la reproduction. Ne bougez pas. Et alors comment on fait? On les balance. On les balance, on pourrait les balancer. Le vent, on pourrait utiliser le vent, effectivement. En fait, là, on a besoin de transport, on est d'accord. En fait, les fleurs sont immobiles, on est d'accord. Vous savez, le transport, la reproduction, par exemple, chez les humains, il y a monsieur ou madame qui marche, qui ouvre la porte de la chambre et rencontre monsieur ou madame dans le lit. Et donc on a bien un transport de monsieur ou madame jusqu'à rencontrer monsieur ou madame, le coït. Et ensuite on va avoir le développement d'une cellule œuf, puis un bébé qui pleure jour et nuit jusqu'à plus de ses 3 ans. Dans ce cas-là, on n'a pas le transport. Mais il manque pas quelqu'un à notre histoire. Vous vous rappelez le titre? L'abeille. Ouais. Et elle est où? Elle n'est pas là. Non, il faudrait l'appeler. Ce petit insecte trop mignon et trop cool. Est-ce qu'on n'appellerait pas tous ensemble l'abeille cool? L'abeille cool. L'abeille cool. L'abeille cool. L'abeille cool. L'abeille cool. Elle est où? L'abeille cool. L'abeille cool. L'abeille L'abeille cool. cool. Attention. Ouais, trop cool. Elle est là. Ah, je me réveille. C'est le matin sur le plateau de Saclay. Et j'étire mes 2 paires d'ailes. J'étire mes 6 pattes. Et je commence ma journée de travail. C'est-à-dire que je vais aller chercher de quoi butiner pour ramener à manger dans ma colonie. Et en fait, je suis un peu myope. J'ai des milliers d'yeux composés, mais je ne vois pas très bien. Par contre, j'ai 2 antennes qui, à la moindre brise de fébraise, tac. Et bravo. Bravo. Se rapproche. Et là, au bout d'un moment, je la vois. Blanche, immaculée, magnifique. Bon, remarquez, si madame avait mis sa robe rouge carmin, j'aurais été incapable de la voir dans le vert environnant. En fait, les abeilles, en fait, n'ont pas de récepteur à la couleur rouge. En fait, ce qui rend rouge est plutôt marron, marronasse. Mais là, c'est bien blanc. Et alors, je vais aller assouvir l'un de mes 3 besoins primaires. À savoir, soit manger, soit dormir, soit me reproduire. Bon, on ne va pas faire du théâtre expérimental, on n'est pas à la scène de recherche de Paris-Saclay. Donc, on ne va pas se mettre à dormir pendant 3 heures et on ne va pas copuler sur scène, ni se mettre nu. Donc, je vais faire l'action de nourriture et grâce à mon proboscis, ou autrement dit ma langue, autrement dit cette paille, je vais aller chercher la glande de nectar qui est au fond de la fleur, voilà. C'est quoi, c'est le coca du coup? Merci. Voilà, j'ai tout bu, à peu près. En fait, cette fleur est vide. Il n'y a plus rien à en tirer. Vous savez, c'est un peu comme Paris sans la Tour Eiffel, aucun intérêt. Ou, je sais pas, Saclay sans la ligne 18. Ou alors le gouvernement Borne sans le 49.3. C'est une blague qui est un peu... date un peu. Il n'y a plus rien à tirer de cette fleur. Mais regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a là?
Je m'en suis pas rendu compte. Et j'ai rien senti, hein. Il n'a rien fait, personne n'a rien fait, mais finalement, en allant chercher ce nectar tout au fond de la fleur, j'ai dû me faufiler et, par inadvertance, un grain de pollen s'est posé là-dessus. Par contre, j'ai encore faim. Il me reste de la place dans mon jabot, qui est mon estomac social, dans lequel je vais mettre ça va arriver. Je vais mettre tout le coca ou le nectar pour ma colonie. Et si jamais je sens une autre fleur de la même odeur, voilà. Et là, je vole, regardez, je vole, et je vais arriver jusqu'à l'autre fleur. Voilà. Et donc vous avez ici une passation de pollen d'un endroit à un autre. On peut les applaudir bien fort pour cette performance magnifique. Vous pouvez nous rendre les accessoires. Voilà, merci. Vous pouvez revenir à la fin du spectacle, faire des selfies avec tout ce matériel si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Ah, vous pouvez la mettre sur cette jolie... Alors, on va faire un petit zoom sur ce qui vient de se passer. Voilà. Là, sans m'en rendre compte non plus, mon grain de pollen est venu se ficher tout en haut de mon stigmate, sur cette nouvelle fleur. Et on va voir ce qui se passe à l'intérieur grâce à cette jolie coupe transversale. C'est pas prévu du tout ça. Désolé, vraiment confus. Du lys. Et alors sur cette coupe transversale de lys, on voit bien que le grain de pollen s'est fiché tout en haut au niveau du stigmate, et il a poussé ce qu'on appelle le tube pollinique. Donc le tube pollinique qui va pousser jusqu'à arriver ici au niveau des futures graines. Il y a un spermatozoïde qui va rentrer en contact avec un ovule ici pour développer une graine, et un spermatozoïde qui va arriver ici au niveau des tissus environnants, et ça va former le fruit. Ici on a pris l'exemple d'un lys, merci l'abeille, mais si on avait pris l'exemple d'un autre fruit, d'une autre fleur, pardon, on aurait eu un autre fruit. Parce que le fruit du lys, je ne sais pas si, voilà, c'est pas non plus très intéressant, mais si on avait pris ça par exemple, on aurait eu quelque chose de tout à fait différent, on aurait eu quelque chose de on fait manger un peu. Parce que dans une femme, il y a une chose Vous voyez ici finalement une démonstration anthropomorphisée de toute la relation entre les animaux et les plantes depuis la reproduction, c'est-à-dire le passage du grain de pollen grâce à l'abeille d'une fleur à une autre, puis la deuxième phase qui est la fructification, puis la dissémination du fruit et de la graine par un agent extérieur comme un conférencier qui vient manger le fruit, qui vient déféquer à un endroit, et on va retrouver le nouveau plant de pommes et de pommiers qui fait que nous avons l'histoire de la pollinisation depuis le début jusqu'à la fin. Ça va ? Super. Et là, on a parlé d'une seule abeille. Hein. Mais je pense que vous êtes toutes et tous au courant, hein. Il n'y a pas qu'une abeille sur Terre. Enfin, il n'y a pas que celle-là avec les petites antennes. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y en a combien différentes d'abeilles?
Beaucoup, voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément des abeilles et j'imagine que vous avez toutes et tous déjà fait cette expérience-là. Vous savez, celle de Patrick, qui travaille dans sa petite boîte de conseil en agro-industrie et qui, le midi, va faire sa pause déj, vous savez, sur le coin de verdure à côté du parking, manger sa petite salade de quinoa, saumon fumé bio de Leclerc, et là, il s'allonge. Il n'entend même plus la voix nasillarde de Christelle de la compta qui rappelle à tous ces connards qui n'ont pas fait leur note de frais, et sa tête bascule vers l'arrière, puis sur la gauche, ou la droite, une question de point de vue. Et là, il la voit. Une magnifique pâquerette, au cœur bien jaune et aux pétales bien blancs. En vérité, ce sont des milliers de petites fleurs enchâssées les unes aux autres. En fait, les pâquerettes, ce sont des fleurs qu'on appelle de la famille des astéracées, qui sont comme le pissenlit ou encore le tournesol, des petites fleurs. Et là, d'un coup, cette jolie fleur ploie sous le poids d'une grosse abeille. Mais bizarre, se dit Patrick. Elle ne ressemble pas à l'abeille que j'ai vue sur ce reportage Netflix sur la biodiversité en danger. Non, elle est toute poilue, toute grosse, toute ronde. Attention, Patrick, à ce moment-là, vous tombez nez à nez avec un fameux bourdon terrestre, ou Bombus terrestris. En fait, le bourdon terrestre, c'est une abeille, effectivement. Une abeille sociale, mais qui ne fait pas de miel. Elle vit dans une petite colonie de 200, 300 individus, avec une reine et des ouvrières qui vont chercher du nectar et du pollen pour nourrir toute la petite famille. En fait, elle ne fait pas de miel parce qu'elle ne va pas survivre à l'hiver. À la fin de l'automne, tout le monde meurt, sauf des princesses, qui vont aller hiberner pendant tout l'hiver, et au printemps vont se réveiller toutes seules dans leur royaume, sans roi pour leur dicter leur commandement, et faire une nouvelle colonie. Donc ça, c'est le petit bourdon terrestre que je vais rapprocher de vous, et qui va rester un petit peu avec nous. Et on dit un bourdon alors que c'est un abus de langage, hein, c'est une femelle. La majorité des bourdons sont des femelles. Les mâles, il y en a très peu. Ils vivent très peu de temps, on va le voir après. Et il y a son copain aussi, enfin son copain, son cousin, le fameux, dans le bon sens, bourdon des jardins. On le reconnaît bien, lui, il est un peu plus petit, fauve. On va le mettre à côté parce qu'il s'aime bien. Ils viennent à peu près à la même époque, c'est plutôt en ce moment d'ailleurs. Et vous avez qu'à les entendre bourdonner comme Patrick. Et là, son regard se pose maintenant sur un pissenlit. Et là, une abeille, il est quasi sûr, est en train de faire carrément un bain de pollen. Et alors Patrick, il a son sens naturaliste un petit peu aguerri, il se dit, mais elle a quand même des yeux bizarres, cette abeille. Elle a des gros yeux de mouche. Eh oui, Patrick, vous êtes devant un cirfe, ou cirfe porte-plume. En fait, ça c'est une mouche. Une mouche qui a décidé, voilà, via l'évolution évidemment, de ressembler à une guêpe ou une abeille pour faire fuir les prédateurs en disant attention, je pique. Voilà, c'est du mimétisme. Une mouche, ça vit tout seul, ça ne fait pas de miel, et puis ça meurt, voilà, à peu près 3-4 semaines. Et là, d'un coup, Christelle, qui n'arrivait pas à finir son triangle, jambon, triangle, son sandwich, triangle, jambon beurre, parce que, horreur, une abeille vient de se poser dessus. Jean-Luc fait quelque chose, il y a une abeille sur mon sandwich, je déteste les abeilles, je déteste la jumelette. Et Jean-Luc, ce héros, prend son courage à deux mains et puis son journal gratuit dans l'autre, et d'un geste ample, oui, parce que Jean-Luc s'est mis au tennis, mais depuis sa crise de la quarantaine, il fait du tennis de table, hein, parce qu'il a un peu trop de tension. Il envoie valser la pauvre abeille qui va dans les airs et qui se bat vers là-bas. Eva, la stagiaire de com, l'ouvre pour la première fois de la journée. Désolé Jean-Luc, oui, Christelle, en fait, c'est pas une abeille, c'est une guêpe. Enfin, je le sais parce que mon tonton, en fait, il est apiculteur. Merci, Eva, effectivement, c'est une guêpe. Et vous avez devant vous une guêpe, mesdames et messieurs, qui butine. Alors, la guêpe, on la présente plus. Ah, c'est pas elle. Qu'est-ce qu'elle fait là? La guêpe, on ne la présente plus. C'est celle-là. La méchante, celle qui va manger le sandwich triangle jambon beurre industriel de la pauvre Christelle, celle qui vient boire nos pintes de bière, ou celle qui nous emmerde toute la journée, et bien elle aussi, elle va butiner à ses heures perdues, c'est plutôt une bonne butineuse, mais effectivement elle va chercher du jambon pour avoir des protéines, pour donner à manger à ses larves. Et elle va venir avec celle-là, ici. La guêpe, espèce sociale, elle a un gros dard, elle pique très fort. La crise de Christelle est finie, et là vous arrivez à voir un peu plus loin là-bas
vous savez, ces gros buissons d'herbe de la pampa. Et là, vous voyez une abeille qui fait des allers-retours, qui vient, qui part, 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 tout le temps dans un petit tube. Elle vient mettre des grains de pollen dans un petit tube. Alors celle-là, Patrick, eh bien ça, c'est une abeille un peu spéciale. C'est une abeille solitaire. Vous savez, c'est un peu la femme moderne, celle qui fait tout à la maison. Je remets ma tête dedans quand même pour le... Voilà. C'est l'osmie, osmie cornue. Vous voyez, donc abeille sauvage, abeille solitaire. Femme moderne. Elle va changer les couches, aller chercher à manger, mettre ses larves, payer les impôts, tout. Et en fait, les abeilles solitaires, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, elles vont souvent aller dans les tiges, dans les bambous, pondre leurs œufs. Et après, elles meurent. Et donc la descendance, elle ne va jamais pouvoir voir cette femme courage qui aura mis naissance à des petites larves d'osmie. Eva, qui a pris un peu la confiance depuis tout à l'heure, a sorti son smartphone dernière génération. Elle fait défiler les photos de sa session d'apiculture. Vous la voyez avec sa vareuse, elle ressemble à une escrimeuse, ou à une cosmonaute, ou une spationaute. Et là, elle a ouvert la ruche. Et là, elle la montre, l'abeille, tremblotante, avec ses petits yeux qui pétillent. Et là, elle zoome. Et là, c'est son jour de gloire à Eva. Elle leur montre leur patron, la reine des abeilles. Merci Eva. Tu nous as montré effectivement une jolie abeille à miel qui possède une socialité vraiment développée. Alors l'abeille, on la connaît bien. Elle vit dans des ruches qu'on fabrique souvent, jusqu'à 60-70 000 individus. Et il y a effectivement une grosse abeille, un peu plus spéciale que les autres, c'est la reine des abeilles. Et celle-là, elle a un destin un peu spécial. Elle va partir un beau matin d'avril ou de mai dans un grand vol, le vol nuptial. Pendant ce vol, elle va émettre des phéromones, des parfums, qui va attirer tout un tas de mâles, les drones, et qui vont la suivre dans ce grand vol nuptial. Les drones, ils vont s'accoupler avec elle, et puis un à un, ils vont mourir. Parce qu'en fait, une fois qu'ils s'accouplent, leur abdomen se déchire et ils retombent au sol comme une feuille morte. Ayant fait son stock d'œufs dans sa spermathèque, notre reine d'abeilles revient dans la colonie et là, elle va passer le reste de sa vie, c'est-à-dire 4, 5, 6 ans, à pondre des œufs pendant tout l'été, tout le printemps, sauf l'hiver où il y a une petite pause. Voilà. Je ne sais pas si la reine d'Angleterre, c'était 70 ans de règne. Alors, imaginez pas le nombre d'omelettes qu'elle aurait pu faire avec tous les œufs qu'elle aurait pondus. Heureusement, c'est 2, 3, 4 ans. Et puis, heureusement, les œufs d'abeilles sont tout petits. Donc, c'est pas des grosses omelettes, c'est petites. 70 individus, majoritairement des femelles, parce que les mâles, on l'a vu, ont une très courte durée de vie. Et là, Christelle se lève doucement et gracieusement de là où elle était assise et va mettre son trognon de pomme à la poubelle jaune. Et là, manque d'écraser une autre abeille qui était venue se poser sur la poubelle. Et en fait, Christelle, Patrick et Jean-Luc, ce n'était pas une abeille, encore une fois, mais le dernier de la collection, un bourdon. Le bourdon des pierres qu'on reconnaît bien, sa livrée noire et son popotin tout rouge. Alors, bourdon des pierres, c'est un peu la même histoire que les autres bourdons, sauf que lui, hop, il habite dans des murs. Voilà. Attendez, je vais faire une action tout à fait. Voilà. Vous applaudissez pas? Voilà. Vous attendiez que ça retombe. Super. Elles sont toutes là. Et alors, vous emboîtez le pas de Jean-Luc, Christelle, et voilà, vous repartez dans vos bureaux aseptisés, à remplir des notes de frais, à essayer d'avoir des sous pour continuer votre petite vie bien rangée sur votre petit ordinateur. Et vous regardez une dernière fois ce petit carré d'herbe, et elles sont toutes là. Ces abeilles qui vous ont accompagné pendant votre repas. Alors voilà, vous n'avez plus d'excuses. Il n'y a pas que l'abeille à miel dans la vie. C'est pas de votre faute, c'est celle qu'on connaît le mieux. C'est celle sur le paquet de céréales du petit, celle encore sur les bas-reliefs de l'Égypte antique, ou encore sur les toits de la mairie de Paris, ou la bougie Guerlain offerte à la grand-mère depuis qu'on ne peut plus lui offrir des chocolats Suchard à cause de son cholestérol. C'est elle aussi sur la tour Total, vous savez, mise en place par le service RSE pour valoriser les actions de la boîte et puis faire plaisir aux actionnaires. Mais quid des autres? Elles font peur. Certes, on ne peut pas les mettre dans des jolies ruches, mais remarquez, on leur fait plaisir avec tous les hôtels à insectes qu'on met sur les ronds-points de France et de Navarre. Et voilà, le sauvage a moins la cote. Et pourtant, elles participent toutes à cette belle aventure, cette histoire d'amour, depuis des milliers d'années. Depuis Calligramma et Nangigantus, elles participent tous
à ce grand chemin qu'est la pollinisation. Et cette histoire d'amour, en fait, elle est en péril. Est-ce que vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années, quand on partait le matin très tôt, peut-être un peu encore, pas encore là, je m'adresse à une partie du public, parce que c'est possible que en fait, vous n'ayez jamais connu ça. Mais nous, quand une vingtaine d'années, on partait très tôt le matin pour aller, par exemple, en vacances sur la Côte d'Azur. Il fallait partir tôt parce qu'on pensait qu'il allait y avoir des bouchons sur la route. Mais tout le monde se disait la même chose, donc en fait, on était quand même bloqué sur les bouchons sur la route. Et puis, voilà, on se mettait à l'arrière de la voiture, on écoutait Henri Dess qui passait en boucle à la radio, et c'était parti. Mais à l'époque, on ne devait pas faire 3 arrêts à cause des bouchons sur l'autoroute du Soleil. Vous savez, pour aller profiter, en fait, d'un été qui n'était pas encore caniculaire. On pouvait encore profiter tranquillement d'un été dans le sud. À cette époque-là, il fallait faire 2-3 arrêts supplémentaires pour aller nettoyer le pare-brise et les phares avant. Et vous adoriez faire ça. Vous savez, prendre la raclette et aller nettoyer tous ces moucherons, mouches ou petits insectes comme des abeilles qui étaient venus finir leur vie sur l'avant de la Nevada vers Bouteille. Mais qui fait encore ça? Vous imaginez, vous, dans votre Tesla blanche ou dans votre 5008 électrique tout confort, vous arrêtez, devoir sortir du véhicule, mettre la main dans l'eau comme un vulgaire pompiste, déjà que de ralentir au télépéage est des plus insatisfaisants, emmerdants, quand on fonce dans la bosse avec la petite musique Chill and Drive, vous savez, sur Spotify. Alors non. Mais la nature est bien faite. Enfin, plutôt, nous, les humains, on a bien bossé parce que ce désagrément est en passe d'avoir disparu. Il n'y a plus besoin de nettoyer le pare-brise. Et en fait, les Tesla ne verront jamais leur carrosserie bien blanche, maculée de petits points rouges, de l'hémolymphe, des moucherons écrasés, et bien non. Alors ça peut paraître anecdotique, hein. Mais c'est peut-être une étude qui a permis de dévoiler la disparition des insectes. En fait, une équipe danoise a appelé ça le Forrudo-effekten, l'effet pare-brise. Vous faites tous danois, j'imagine, là où vous êtes. Et donc cette équipe, elle a regardé au même tronçon d'autoroute pour les mêmes conditions météo, entre 1997 et 2017, elle a constaté qu'il y a 70% de disparition des insectes volants. Et ça corrobore d'autres études sur la disparition de 80% des insectes volants, de la masse d'insectes volants en Europe, aux États-Unis, les bourdons, partout. Alors voilà, c'est une disparition. Ou une extinction, c'est-à-dire un déclin complet de la surface de la Terre qui est en train de se faire. Et ça crée un vide qu'on essaye de combler et qui nous rend un peu solastalgiques. Et alors quoi? Elles ont toutes décidé, jour au lendemain, de tous mourir? Ah. Eh bien non, en fait, il y a des grands méchants dans l'histoire. Je vous spoil un peu, c'est nous. Et d'abord, il y a la grande intoxication. Elles mangent de plus en plus n'importe quoi et ça se retrouve partout. Dans le miel, dans la cire des abeilles, mais aussi dans nos cheveux à nous, dans nos urines. Vous savez, ces intrants, ces pesticides, ces produits chimiques qu'on utilise en agriculture dite conventionnelle, parce que la convention, ça semble être le fait d'augmenter les rendements pour susciter un régime toujours plus extravagant des humains sédentaires et puis grossir les actionnaires des firmes agrochimiques. Et donc ça ne va pas directement tuer les abeilles, notamment ces néonicotinoïdes. Ils vont avoir une action indirecte, sublétale qu'on appelle. En fait, ils vont se placer entre 2 synapses au niveau des neurones et ils vont bloquer la retransmission de l'information spatiale qui a été encodée dans le cerveau. En d'autres termes, ils vont complètement altérer la mémoire des abeilles. Il y a beaucoup d'études qui le montrent, en fait les abeilles sont perdues. Une abeille qui est perdue pendant 1 nuit ou 2, c'est une abeille qui est morte pour la colonie, sans parler de toutes ces abeilles sauvages, comme notre femme courage, qui ne pourront plus retrouver de nid pour mettre au monde leurs petits. Et puis, tant qu'à faire, pour l'agriculture conventionnelle, on va pouvoir aussi augmenter les surfaces, faire ce qu'on appelle le remembrement, jusqu'à ce qu'il y ait encore des champs. En tout cas, il y a des moments où on va ouvrir les champs. Et c'est super, on va pouvoir mettre plein de trucs, et souvent on va mettre la même chose, du colza ou du colza. Vous savez, les abeilles, elles aiment bien ça, mais la même nourriture, la même tambouille, matin, midi et soir, c'est pas super. Il y a des études qui ont montré qu'en fait, un déficit de diversité en pollen, ça allait rendre les abeilles beaucoup moins efficaces. Sans parler d'une autre action, je ne sais pas si vous entendez parler du changement climatique. Vous savez, cette machine sans frein, lancée dans un avenir bouillonnant,
du fait que nous, on a décidé d'aller chercher tout le gaz, tout le pétrole, tout le charbon qu'on pouvait dans les sous-sols pour augmenter notre confort. Ça a des actions directes sur les abeilles et sur les fleurs. En fait, le changement climatique ne va pas avoir seulement des actions sur le fait qu'on va devoir réfléchir à peut-être ne pas aller à Courchevel cet hiver, parce qu'il n'y aura plus de neige, ou alors devoir composer avec le fait qu'au Bangladesh, bientôt, on ne pourra plus vivre, parce qu'une atmosphère trop humide et une chaleur trop importante n'est pas possible avec la vie sur Terre pour les humains. Ou encore, sans parler de l'augmentation du niveau marin, inexorable. Enfin, pour en revenir à nos abeilles, ça va complètement décaler leur phénologie. La phénologie, c'est quoi? C'est le moment où les abeilles se réveillent au printemps et le moment où les fleurs commencent à fleurir au printemps. Les fleurs fleurissent de plus en plus tôt. Les abeilles, leur phénologie, l'agenda de ces abeilles, en fait, n'est pas changé. Et donc, vous voyez que cet amour entre les abeilles et les fleurs, elle tient à un rendez-vous amoureux, une date, vous savez, comme sur les réseaux sociaux. Sauf que cette date, en fait, elle est de plus en plus impossible. Prenez les amandiers, par exemple. Les fleurs d'amandier, elles fleurissent très tôt au printemps. Les osmies, elles commencent leur vie aussi très tôt au printemps. Sauf que les amandiers fleurissent de plus en plus tôt. Et les osmies tardent un peu, ils ne vont pas changer leur calendrier. Et donc c'est carrément la survie des amandiers, parce que s'il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de graines, il n'y a plus de monsieur qui vient manger une abeille, ou pardon, une amande ou une pomme, et qui va, voilà. Donc on n'a plus de reproduction de cette plante-là. Donc c'est l'espèce qui est en péril. Au même titre que notre osmie, c'était une de ses sources favorites de nourriture. Donc elle perd une source favorite de nourriture. Vous voyez qu'on ne badine pas avec l'amour, mais on ne badine pas non plus avec la biodiversité. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est temps de peut-être ralentir un peu. Se mettre à l'affût et observer cette nature qui est toujours là, qui est foisonnante, et qui nous rappelle à quel point ce monde est formidable, et ce monde est vivant de biodiversité pour l'instant. Profitons-en. Alors je pense qu'il est temps, mesdames et messieurs, de s'arrêter et d'observer. Il est temps, mesdames et messieurs, de contempler et de s'émerveiller. Il est temps enfin de se taire et d'écouter. Je vais m'asseoir aussi, je vais écouter. En fait, c'est juste qu'après, j'ai un train pour rentrer à Paris. Si vous voulez applaudir, c'est quand même... C'est une vidéo YouTube qui dure 10 heures, donc je peux vous envoyer le lien. Vous pouvez l'écouter à la maison. Sinon, vous pouvez aller dehors, en fait. Merci à vous. Ouais. Voilà, c'était Abeille et Fleurs, un mandat.